Comment est-ce que tu as envie de te présenter pour ce podcast? Je vais me présenter en disant d'abord ce que je fais plutôt. Du coup, moi, je suis Faïk Sharaf, humoriste, étudiant en master de sciences politiques à Lille. Toi, t'es humoriste, et quand tu vois dans le public, qu'est-ce qui fait rire les gens, en fait? Je vais rebondir sur j'avais eu un échange avec dans le cadre d'un autre podcast, une table ronde avec Lille Talks, et justement il y avait un prof de philo, non pas un prof de philo, un maître de conférence en philosophie qui nous avait expliqué une phrase qui va faire écho et qui fera sûrement écho dans le reste de ma carrière. Il a expliqué comment le rire s'articulait en fait au niveau des neurones, et en gros c'est juste la manifestation d'un effet de surprise en fait entre ce que tu attends toi et ce qui se passe pour de vrai. Donc ce qui fait rire, c'est un effet en gros, en bref, ce qui fait rire, c'est l'effet de surprise. Après il y a plein d'autres manières de faire rire, mais la plupart du temps le plus efficace, je pense, c'est la surprise. Est-ce que cet effet de surprise, parfois, ce que toi t'as pu voir, en fait, en créant un effet de surprise sur des blagues, est-ce que ça a pu révéler, de manière générale, des traits de notre société, des caractères, du public en tout cas? Alors, je pense que, en fait, ça dépend de l'angle qu'on va aborder et des blagues qu'on va faire. Qu'est-ce que ça révèle? Je pense que les gens sont très empathiques. Ouais. Ce que ça révèle, je pense, du public et des gens en général, c'est une forte empathie. Je réalise avec certaines blagues que je vais pas dire là parce qu'il faut venir voir le spectacle, mais sur certaines blagues que j'ai, je sens que, en fait, il y a des rires qui sont différents. Je pense vous savez, on a toujours en tête, il y a souvent des rires gras parfois où il y a un humoriste qui va faire une vanne et les gens vont faire oh, ils vont rire, mais il y a d'abord le oh qui va emmener le rire, et il y a des rires genre ouh, et il y a certains rires, je pense, qui sont différents des autres, et justement c'est là l'empathie, c'est que lorsqu'on a un rire gras, c'est parce qu'il y a une blague qui va pas forcément dénoncer quelque chose, mais qui va mettre une personne dans une certaine situation qui peut être inconfortable ou non, et je pense que le rire c'est vraiment un symbole d'empathie. Voilà comment je le prends. Toi tu te positionnes en tant que stand-upper, du coup de l'autre côté de la scène, et qu'est-ce que t'as l'impression d'apporter en tant que stand-upper? Je pense qu'il y a si on regarde l'évolution du stand-up, mais vraiment de manière générale, à l'origine, le but du stand-up, c'était juste de faire rire les gens. Et plus ça évolue, et plus on réalise qu'il y a des gens qui cherchent plus que ça, en fait. C'est, ça fait 20, 30, 40 ans que les déproches, que les Raymond Devos sont passés. On a eu plein de styles d'humour, en tout genre, de tous horizons. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils vont à un spectacle, certes, ils veulent rire, mais moi, si je me positionne en tant que public, lorsque je vais à un spectacle, je veux rire, mais j'aimerais bien aussi, en tant que public et en tant qu'artiste, j'aimerais bien que lorsque les gens sortent d'une salle de spectacle, ils puissent parler de ce qu'ils ont vu. Un petit peu comme lorsque tu lis un livre et que tu en parles avec tes amis, ou lorsque tu vas voir un film et tu en parles avec tes amis. J'ai pas envie que les gens consomment simplement le rire, consomment simplement le spectacle, ou même un extrait d'un spectacle. J'ai envie qu'ils puissent vraiment parler de ce qu'ils ont entendu. Donc et tout ça signifie je vais pas avoir la prétention de dire que j'ai envie de toucher les gens avec mon humour, mais d'abord lorsque j'écris, j'essaye de faire en sorte d'être touchant vis-à-vis de moi-même, de faire quelque chose qui me parle avant tout, et je réalise que lorsque j'essaye de me parler avant tout et d'être sincère et totalement transparent avec moi-même, j'arrive à toucher un maximum de gens, parce que je réalise que ce sont des situations que plein d'autres gens traversent aussi, et ça on ne se pose pas forcément la question en écrivant, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui ce que je veux apporter au public, c'est tout d'abord de la joie. Et je réalise aussi surtout que le rire, en fait, a une grosse valeur, l'humoriste a une grande valeur sociale, dans le sens où les gens reconnaissent notre travail, parce que parfois les gens viennent te voir après un spectacle et te disent oui, merci à toi, j'ai passé une sale journée, etc. au travail, en ce moment ça va pas trop, etc., et tu m'as redonné le sourire. Et ce sont ces petites choses-là, ces petites victoires-là, je pense, qui font l'essence de notre travail. Je pense que le rire, c'est avant tout donner. Je change un petit peu.
de sujet, on va s'orienter plus vers la ligne éditoriale du podcast et demander à des gens ce qu'ils pensaient. Ah oui. Qu'est-ce que vous pensez de la politique et du stand-up? C'est un peu complexe. En gros, c'est est-ce que tu penses que les humoristes sont légitimes à parler de politique? Oui. Oui. Je dirais de la même manière que chacun est légitime à parler de politique en tant qu'on est des citoyens. Qu'est-ce qui ferait la complexité de la question par rapport à, par exemple, à une autre personne lambda? C'est plus les sous-entendus de qu'est-ce que veut dire parler de politique. Est-ce que ça veut dire faire la politique? Est-ce que ça veut dire commenter la politique? Voilà. Enfin, de la même manière qu'il y a des gens qui sont spécialistes de politique et du coup qui ont plus de clés pour pouvoir en parler. Je pense qu'on est quand même tous aptes à parler de politique au sens de police, la cité, quoi. Vu qu'on fait cité tous ensemble. Voilà, d'autant plus que du coup pour moi les humoristes permettent quand même d'avoir un certain recul sur les situations, enfin de par la position qui est la leur. Déjà merci à cette gentille dame de s'être penchée sur la question. Alors du coup, est-ce que les humoristes sont légitimes de parler de politique? Je pense que les humoristes sont légitimes de parler de tout, comme n'importe qui est légitime de parler de ce qu'il entend et de ce qu'il conçoit. Mais aujourd'hui, en France, je pense que s'il y a débat, c'est parce qu'il y a toujours la question de la controverse. Et en fait, je pense que l'humour, le stand-up en général, est en train d'évoluer, il est en train de se démocratiser, il évolue d'une manière différente. Et aujourd'hui, lorsqu'on on fait un constat. Aujourd'hui, les humoristes en France n'ont pas le même rôle que les humoristes aux États-Unis. Je vais revenir sur ce que Farid avait dit dans un podcast aussi. Il dit que en gros, les humoristes aux États-Unis sont considérés comme des philosophes à proprement parler parce que leur avis compte. En fait, on a besoin d'entendre ce qu'ils ont à dire sur un certain sujet, lorsqu'il y a eu par exemple le mouvement Black Lives Matter à la suite de la mort de George Floyd. Les humoristes, on avait besoin, même moi en tant qu'humoriste, stand-upper, j'avais besoin de savoir ce que les humoristes américains, un mec comme Dave Chappelle allait dire, allait penser, comment il allait réagir sur une situation comme celle-ci. Alors que en France, c'est absolument pas ce qu'on attend des humoristes. Je pense qu'aujourd'hui en France, on a envie, lorsqu'on va voir un spectacle, en fait, je pense que les gens ont envie justement de s'évader, de rire d'autres choses, et ils ont envie d'oublier en fait le quotidien. Et c'est ce que j'entends souvent, c'est que voilà, par exemple, il y a quelque temps, il y a un humoriste qui veut réagir sur la réforme des retraites. Et là, le public, il y a une certaine animosité qui se fait ressentir. Les gens disent non, mais on n'est pas venu pour ça, etc. Donc, et je pense que c'est là toute la différence entre. Je suis pas en train de dire les États-Unis c'est mieux, etc. Je pense que en termes d'un point de vue sociétal, ce sont deux pays différents avec des attentes différentes vis-à-vis des humoristes. Et aujourd'hui, voilà, il y a des humoristes qui vont exprimer leurs avis, etc. Mais ça dépend. Je pense que ça dépend où. Comme j'ai dit, il y a pas très longtemps, voilà, la réforme des retraites, etc. Les gens dans le public voulaient pas forcément l'entendre parler parce que ils viennent pas forcément pour ça. Alors que pour les humoristes américains, c'est un petit peu ce qu'on attend d'eux. Voilà, donc je pense que voilà, aujourd'hui c'est un mouvement qui est en train de se développer. Là, j'ai plein d'humoristes en tête qui réagissent souvent sur l'actualité, et je pense que c'est important. Je pense que c'est important qu'on ait des points de vue comme cette gentille dame l'a dit dans l'audio, c'est que on a besoin de diversifier les points de vue, diversifier les sources, parce que aujourd'hui les gens qui parlent de politique, ce sont des gens forcément sur les médias prépondérants, c'est BFM TV, c'est CNews, etc., et on a besoin d'entendre d'autres points de vue, et c'est important, je pense que voilà, c'est la démocratie, c'est la liberté d'expression, on a besoin d'entendre d'autres points de vue. Donc je pense que voilà, moi en tant qu'humoriste, j'encourage les humoristes à le faire. Voilà, faites ce que vous voulez, dans la limite du cadre légal, bien entendu, mais voilà, si vous voulez vous exprimer sur des sujets, faites-le. Et moi aujourd'hui, je le fais pas beaucoup parce que je m'exprime pas, enfin je m'estime pas forcément, je vais pas dire que je suis pas légitime de le faire, c'est plutôt que je pense que j'ai pas encore développé la technique pour le faire, et me déconnecter et le faire avec légèreté, en fait.
Je pense qu'aujourd'hui, si je le fais, si j'arrive sur scène en disant vas-y, voilà ce que je pense de ça, je serai un petit peu trop terre à terre et j'oublierai que il faut avant tout en rire. Donc pour l'instant, comme j'ai pas encore assez d'expérience, je le fais pas. Mais peut-être que lorsque voilà, je m'estimerai prêt, je le ferai. Voilà. Donc on se rapproche de la fin. J'avais une dernière question à te poser qui est bien plus personnelle. Ouais. Et c'est, est-ce que t'as déjà été critiqué pour une blague? Alors là, on va entrer dans le vif du sujet. Est-ce que j'ai déjà été critiqué pour une blague? Pas vraiment. Pas vraiment. En fait, je me souviens qu'à un moment donné, j'avais fait une blague que je vais pas dire, mais on m'a pas critiqué pour cette blague. On m'a suggéré un autre angle plutôt. On m'a suggéré de la faire différemment et on m'a surtout fait prendre conscience de ce qu'était la portée de cette blague. Plutôt que de me critiquer, je pense que les gens qui l'ont fait de manière très intelligente et très bienveillante. Néanmoins, est-ce que j'ai été critiqué? Non. Mais je me suis déjà autocritiqué sur certaines blagues et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je vais pas dire que je me suis autocensuré, je vais dire plutôt que j'ai évolué parce que en tant qu'artiste, il y a forcément une remise en question. Lorsqu'on est artiste, on va toujours regarder son travail, le travail qu'on a fait il y a 6 mois, 1 an, et en principe, en principe, je dis bien en principe, si on fait bien son travail, on va se dire que voilà, on a évolué d'une certaine manière. Alors, donc oui, je me suis autocritiqué pour certaines vannes et c'est ce qui m'a permis de me développer. Il y a des vannes aujourd'hui que je faisais lorsque j'ai commencé, ou je faisais il y a encore 1 an et demi ou 2 ou même 6 mois, que je ne fais plus parce que j'ai saisi en fait avec. Là, je veux pas chercher à être prétentieux, mais je pense que dans la vie, à partir du moment où on évolue, on gagne en maturité, et en gagnant en maturité, j'ai réalisé que certaines blagues c'est pas forcément ce que je voulais mettre en avant de ma personne ou parfois de mes proches, etc. Donc je me suis autocritiqué de cette manière-là et c'est en fait c'est une rigueur que je m'impose aujourd'hui. Lorsque j'écris, je me dis OK, d'abord quel est le fond, qu'est-ce que je cherche à dire et si ça ne me plaît pas, je le ferai pas. Aujourd'hui, j'en suis arrivé à un point où je vais préférer faire une vanne qui fera un petit peu moins rire au départ, mais avec laquelle je suis totalement en phase, plutôt que de faire une vanne qui fera rire énormément et avec laquelle je ne me sens pas en phase et que je ne défends pas réellement. Il y a toujours cette idée lorsqu'on parle entre humoristes de il faut défendre sa vanne, il faut bien la vendre. Et en tant que commerçant, c'est pareil, on va avoir du mal à mettre en avant un produit auquel on ne croit pas. Donc il y a des vannes auxquelles je crois moins, qui font plus rire, que j'ai arrêté de faire, et je pense que c'est là tout le processus de l'autocritique. C'est là que c'est important, c'est que voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire des vannes qui font peut-être un petit peu moins rire au départ, mais qui sont sincères, que je ressens totalement, et après c'est moi qui vais faire tout ce travail il faut que on appelle ça, on dit bien, il faut poncer ses vannes, dans le sens où au début on a un rire, mais à force de la retravailler, d'enlever les petits mots, les petits parasites, aller à l'essentiel, on va avoir un plus gros rire parce que c'est de plus en plus efficace et que l'effet de surprise qu'on avait abordé au début est beaucoup plus fort. Et là, je vais revenir sur ce qu'avait dit. J'avais une discussion une fois avec Panayotis Pasco, qui m'avait expliqué que lorsqu'il écrivait, lui, il cherchait toujours à se faire confiance. Donc dans le sens, à partir du moment où lui croyait en ce qu'il voulait faire, en ce qu'il voulait dire, peu importe l'avis des autres humoristes, etc. Donc à partir du moment où lui il était en phase avec ce qu'il voulait faire, il allait être totalement borné et continuer à travailler ses vannes jusqu'à ce qu'elles marchent très bien. Et j'ai une vanne, moi, justement, ce que j'appelle la vanne des épinards, que j'ai dû travailler 14 fois, je crois, jusqu'à ce qu'elle fonctionne. Et aujourd'hui, c'est une des vannes dont je suis le plus fier. Et il y a d'autres vannes que j'ai fait des dizaines, des centaines de fois, que j'ai totalement effacées parce que je me rends compte que voilà, comme j'ai dit, c'est plus en phase avec ce que je veux faire. Donc voilà, on m'a pas forcément critiqué, mais je pense que toutes les remarques que j'ai eues, qui ont toujours été bienveillantes de mon entourage, de mes amis humoristes, m'ont permis à moi de faire cette autocritique et d'en faire vraiment une rigueur. C'est vraiment la première question que je me pose, c'est qu'est-ce que j'ai envie de dire avec cette blague-là. Si ça correspond pas avec ma ligne éditoriale, je la supprime, même si elle est très drôle.
C'est une très belle conclusion. Et merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Merci à toi, Paolo. Merci à toi, Paolo. Voilà, j'espère que cette interview ne va pas desservir le reste de ma carrière. Merci à vous et merci à toute l'équipe de Polytalks aussi.